Depuis 2 ans, nous vivons une avalanche de chiffres. Pourtant, tous ceux qui travaillent dans les statistiques connaissent des difficultés énormes pour rassembler des données afin de les étudier. Nous avons tous découvert en 2020 que tout l'attirail nécessaire à la récolte et à la consolidation des données était déjà là pour satisfaire aux besoins de communication autour de l'état d'urgence sanitaire. Ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est que depuis le début des années 80, différentes lois se sont succédées pour informatiser l'hôpital public et permettre aux décideurs, financés par des banques et par des laboratoires pharmaceutiques, de prendre entièrement le contrôle du soin. La tarification à l'acte en a été le point final. Cette informatisation a permis à ceux qui détiennent les nomenclatures, notamment l'OMS, de prendre entièrement le contrôle des statistiques. Derrière, il est très facile de faire peur aux gens et de vendre les solutions des problèmes qu'ils mettent sur le devant de la scène grâce à ces statistiques. La tarification à l'activité a été mise en place en France en 2007 par un certain Jean Castex. Il faut bien comprendre que ce changement est une complète révolution sur la manière d'envisager la santé. Les hôpitaux parlent désormais de rentabilité. On est passé à l'époque d'un hôpital qui est présent sur un territoire pour subvenir aux besoins potentiels d'une population à un hôpital qui doit vendre des services rentables pour récupérer de l'argent. On dit que l'hôpital passe d'une logique de moyens à une logique de résultats. Cependant, il faut comprendre le terme résultat dans le champ lexical de la finance et pas de la médecine. Pour faire simple, à partir de 1984 et jusqu'en 2017, les hôpitaux recevaient mensuellement une dotation globale de fonctionnement, DGF, qui devait couvrir l'ensemble des frais de l'hôpital. La DGF sert toujours à financer les collectivités territoriales et de nombreux établissements publics. Elle a été reconduite d'une année sur l'autre, modulo l'évolution estimée du coût de la santé. Dès 1991, les hôpitaux furent obligés de déclarer informatiquement toutes leurs interventions par le programme de médicalisation des systèmes d'information, le PMSI. Chaque séjour de chaque patient malade doit alors être enregistré selon son groupe homogène de malades, le GHM. Les GHM sont identifiés par un code alphanumérique combiné à un intitulé médical. Par exemple sur Wikipédia, GHM 08M04W, fracture de la hanche et du bassin avec complications et morbidité associées, CMA. À l'origine, cette informatisation était uniquement censée servir de mesure de l'activité pour vérifier l'adéquation entre les besoins de l'hôpital et les ressources. Dans la réalité, dès qu'une activité devient fliquée informatiquement, cela permet toujours à l'autorité d'en prendre un contrôle total. Cette prise de contrôle a eu lieu en 2007. La DGF a été abandonnée avec la réforme hospitalière du plan Hôpital 2007. Et désormais, chaque GHM est associé à son pendant financier, le groupe homogène de séjour, le GHS, défini par l'assurance maladie. Ainsi, chaque pathologie déclarée traitée par l'hôpital est plus ou moins rentable. À ces GHS peuvent s'ajouter des tarifs pour des prises en charge particulières lorsque les hôpitaux sont équipés de certains dispositifs. Par exemple, les unités de soins critiques qui se décomposent en soins continus, soins intensifs et réanimation, ou encore les unités de soins palliatifs. Cette double évolution, l'informatisation de tout le parcours de soins et le changement de paradigme concernant les ressources de l'hôpital, a entraîné une réelle révolution, une prise de contrôle totale. L'informatisation de tout le processus de soins a d'abord nécessité de faire rentrer toutes les interventions dans des cases. L'informatique, comme la statistique, n'aime pas la liberté de décrire les événements. Chaque intervention doit forcément être décrite par un code, donc correspondre à une définition précise. Cependant, chaque être humain est différent et chaque pathologie est différente. Mais il a pourtant fallu regrouper toutes les interventions dans des GHM. Nommer les choses, c'est leur donner une existence. Et leur donner une existence, c'est pouvoir les compter. Pouvoir les compter, c'est leur donner de l'importance. Forcer tous les hôpitaux à rentrer dans cette logique a changé la manière d'appréhender le soin. Il ne s'agit plus de traiter un patient, mais une pathologie qui se trouve dans une case avec éventuellement des comorbidités associées. La complexité de l'histoire qui amène une personne à l'hôpital, son âge, son poids, ses antécédents, l'évolution de son état, s'en trouve alors réduite à un ensemble de cases. Au terme d'une hospitalisation en médecine chirurgie obstétrique, MCO, un recueil synthétique d'informations est produit.
le résumé de sortie standardisé RSS. Les informations administratives et médicales contenues dans le RSS sont codées, et le classement de chaque séjour hospitalier dans un GHM résulte de l'application d'un algorithme sur ces informations du RSS. L'ensemble des tests de l'algorithme est inscrit dans un module logiciel nommé fonction groupage. Les nomenclatures utilisées pour le codage des informations médicales sont la classification internationale des maladies, la CM-DIST, de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, pour les diagnostics, c'est-à-dire les motifs de soins, et la classification commune des actes médicaux, la CCAM, de la Haute Autorité de la Santé, HAS, pour les actes. Ainsi, depuis 40 ans, l'OMS et la HAS, deux organismes dont les conflits d'intérêts avec les laboratoires pharmaceutiques sont publics et documentés, pilotent la définition et donc la reconnaissance des pathologies. Pour utiliser une comparaison bien connue, dans un sondage biaisé, le sondeur ne vous laisse que les options de réponse qu'il arrange. De la même manière, les cases de la classification internationale des maladies vont permettre de forcer la reconnaissance et le comptage de certaines maladies. Une fois l'hôpital français soumis à la dictature du code à partir des années 80, il ne restait plus qu'à finir la révolution en instaurant la tarification à l'acte. Il s'agit bien d'un acte de corruption, puisqu'à partir de 2007, toute décision médicale se fera au regard de ce qu'elle va rapporter à l'hôpital. Cette corruption a été détaillée dans un article du Cairn de Pierre-André Juven, Produire de l'information hospitalière. On peut y lire dès la première page de résumé: nous observons ici comment des techniciennes de l'information médicale transforment les dossiers patients en dossiers médico-économiques et comment cette action technique de traduction et d'accumulation participe d'un mode de gouvernement à l'hôpital. Cette étude démontre bien que derrière ce qui peut s'apparenter à une simple remontée d'informations se dissimule un mode de gouvernance. Cette gouvernance a pu être mise en place notamment en ne confiant pas l'activité de codage à des médecins, mais à des gestionnaires. Ce codage est effectué dans une partie de l'hôpital que les patients connaissent peu, les services de l'information médicale ou départements d'information médicale, les DIM. Comme nous en avons déjà parlé, ce transfert de compétences de description d'une pathologie n'est pas neutre et a fait glisser la description des hospitalisations et donc du langage médical vers un langage de gestion. Et en produisant un système d'information, des nomenclatures et des critères de description de ce qui se passe, va progressivement émerger une nouvelle façon de parler du soin. Les médecins et les gestionnaires parlent bien deux langages différents. Les gestionnaires sont censés traduire les lettres de sortie des médecins en code de gestion. La matière première des techniciennes est constituée des comptes rendus opératoires, des lettres de sortie, c'est-à-dire des documents remplis par l'administration et les médecins lorsque le patient quitte l'hôpital, de ce que les techniciennes appellent les mots. Ce sont ces mots médicaux qu'elles doivent traduire dans le PMSI. Cependant, les lettres de sortie des médecins sont écrites pour mieux soigner les patients, alors que les codes de gestion sont l'élément essentiel pour faire vivre l'hôpital en lui rapportant de l'argent. La fonction première de ces lettres, compte rendu, est un enregistrement des symptômes, des actes. Les destinataires sont le médecin traitant et le médecin qui pourrait un jour avoir à intervenir de nouveau sur ce patient et pour qui la connaissance des antécédents serait nécessaire. Ces renseignements sont ensuite déposés dans un système d'information auquel ont accès les techniciennes. Il leur faut donc aller chercher l'information dans le dossier informatisé. Une des grandes préoccupations des techniciennes et des médecins DIM est donc d'inciter les médecins à remplir au mieux, entre guillemets, le dossier informatisé. Mais cette même qualification du renseignement demande à être précisée. Lorsque nous disons que l'action de remplir au mieux le dossier informatisé doit être précisée, c'est en raison de ce que les uns et les autres considèrent comme l'information, sinon nécessaire, du moins importante. Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais l'information qui intéresse les techniciennes et les DIN n'est pas forcément la même que les médecins. Le fait d'avoir imposé la tarification à l'acte implique que le codage est plus important pour le devenir de l'hôpital que la description médicale du patient. Le fait d'essayer de faire coller la nomenclature des codes des GHM à la réalité médicale ne se fait pas en modifiant les codes, mais en poussant les médecins à modifier leurs comptes rendus pour les faire rentrer dans les bonnes cases.
Au demeurant, c'est toujours dans ce sens-là que se passe l'informatisation d'un processus. Les techniciennes de l'information médicale et les médecins DIM œuvrent constamment à influer sur l'écriture des médecins. Le personnel administratif souhaiterait que les médecins inscrivent dans leur lettre de sortie, de façon très visible au début du courrier, le diagnostic principal et les diagnostics associés. La volonté de faire tenir le séjour dans un seul diagnostic principal et donc de parfois contenir l'ampleur de la description a fait l'objet de controverses vives, mais confinées au cercle d'experts en système d'information hospitalière. Alors que certains directeurs d'hôpitaux ou médecins ont pu proposer de complexifier le travail de catégorisation, Fessler et Frutiger 2003, de façon à être plus en adéquation avec la complexité médicale des cas, la mission PMSI, ayant élaboré ce système dans les années 1980 et 1990, a finalement opté pour le maintien d'un seul diagnostic principal, et ceci en raison d'une volonté de standardisation inhérente à l'outil. C'est bien l'outil mis en place pour des raisons de financement qui a gagné devant la réalité médicale. En plus de cette simple idée de réduire l'information médicale à la simple nomenclature, interviennent des considérations stratégiques pour déclarer tous les éléments qui pourront faire gagner de l'argent à l'hôpital. Rappelons à ce stade que nous parlons bien d'argent public en provenance directe de nos impôts. C'est alors sur le registre de la pédagogie et du dialogue que jouent les DIM et les TIM. Il s'agit bien de sensibiliser les médecins. Convertir les médecins au langage PMSI, c'est à la fois les inviter à renseigner le diagnostic principal et les diagnostics associés, mais c'est aussi leur demander d'inscrire ce qui peut rapporter de l'argent, ce qui peut faire qu'un patient ne vaudra pas 1 800 €, mais 2003. La bonne santé financière de l'établissement passe donc par la conversion des médecins à un langage médico-administratif, le PMSI. La priorité pour tout le monde est donc bien de penser à inscrire dans le dossier du patient tous les éléments qui rapportent de l'argent, c'est-à-dire qui seront facturés à l'assurance maladie. Mais en plus de cette optimisation, les gestionnaires font régulièrement face à des incertitudes. Les patients peuvent venir pour plusieurs pathologies à la fois, et le diagnostic principal choisi sera alors naturellement celui qui permet de rentrer dans le GHM qui rapporte le plus. Prenons à présent le dossier de M. Robert, hospitalisé pour une chute. M. Robert a deux problèmes, l'un dû à sa chute, ce qui provoque des douleurs chez le patient, et un problème cardiaque. C'est à cela que va s'attacher la technicienne pour récupérer les différents diagnostics associés. En haut de l'écran s'affiche l'état actuel de la valorisation du séjour, considérant un DP en bradycardie, le prix de 4 523,75 €. Juste en dessous s'affichent en gras les autres diagnostics principaux possibles. Cette alternative est permise parce que le patient est à la fois entré pour un problème d'arythmie cardiaque, la bradycardie, et pour des douleurs liées à la chute. Je peux jouer sur les deux tableaux, nous dit la technicienne. L'expression est plus que parlante et en effet, le tableau proposé par son logiciel valorise le séjour à hauteur de 4 523,75 €, mais celui proposé par le médecin DIM propose d'autres choix. Le choix peut se porter entre la S0660 hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique et le S2200 fracture fermée d'une vertèbre dorsale. La technicienne retourne alors au dossier médical et parce que le patient a subi l'impose d'un corset, elle décide de choisir le deuxième, facturer celui-ci à 5 280,99 €. Le gouvernement français a très vite compris l'intérêt de cette codification et de ces nouveaux tarifs pour influencer les choix hospitaliers sans avoir à engager de débat scientifique. Il suffit donc de jouer sur les différentes tarifications pour inciter les hôpitaux à choisir certains traitements au fonctionnement. C'est de cette manière que les gouvernements ont favorisé la médecine ambulatoire plutôt que l'hospitalisation. La fixation des tarifs devait, à mon sens, d'abord, et c'était mon souhait, d'abord obéir à une volonté d'inciter ou de désinciter une activité donnée, y compris même au plan national, même si ce n'était pas mon objectif initial. Donc là où ça a effectivement été fait sur les soins palliatifs, sur la chirurgie ambulatoire, c'était de dire de façon ultra simpliste, on connaît le coût de revient en chirurgie ambulatoire ou en soins palliatifs, eh bien on paye 10, 15, 20% de plus que le coût de revient pour inciter, et sur la chirurgie classique, on paye 20% en dessous du coût de revient. Au bout d'un certain temps, les managers pas complètement stupides devraient théoriquement arriver à réorienter leur activité. Donc c'est ça que j'appelais tout à l'heure un outil de régulation médicale et non pas un outil de régulation économique. Ainsi, toutes les statistiques de santé publique sont biaisées par le jeu du codage. Les codes sélectionnés par les hôpitaux sont les plus intéressants financièrement. Il y a donc mécaniquement un surcomptage de toutes les pathologies rentables et un sous-comptage de tout le reste. Dans un article d'octobre 2020,
Nicole Delépine, pédiatre, oncologue, prend exemple d'un patient arrivant pour une chimiothérapie de base, rapportant 5 000 € à l'hôpital, mais qui rapporte 12 000 € si une infection est découverte sur le patient. Il y a donc plus qu'un intérêt, mais une nécessité de trouver sur un maximum de patients hospitalisés des infections pour rentabiliser le séjour. Si l'OMS ou la HAS décident de mettre en place un nouveau code qui permettra de qualifier le séjour du patient dans un GHM plus intéressant financièrement que les autres codes, on va donc assister à un transfert des anciens codes vers les nouveaux codes. Le lecteur non averti conclura immédiatement qu'une nouvelle pathologie est apparue et que l'ancienne a disparu. Nous avons vu dans un précédent article que lors des baisses de température l'hiver, la mortalité des personnes âgées augmente, et ce, de manière parfaitement corrélée. Sur ce graphique, réalisé à partir des données de température française de Météo France, en rouge en échelle inversée, et des données de mortalité quotidienne des personnes de plus de 90 ans, en bleu lissé sur 7 jours, on observe bien la parfaite adéquation entre évolution de température et mortalité. L'indicateur de corrélation de Spearman à moins 0,88 montre une quasi-perfection de la corrélation. La perfection serait de moins 1. Ainsi, pour les personnes âgées, on observe une mortalité assez élevée toute l'année, dont les variations saisonnières s'expliquent presque parfaitement par les variations de température, et le reste correspond aux aléas de la vie. De plus, rappelons que l'assurance maladie nous informe qu'en 2019, en France, le réservoir de personnes ayant des problèmes respiratoires chroniques. On dénombre 3 656 800 personnes prises en charge pour maladies respiratoires chroniques, hors mucoviscidose, dont 50% de femmes. Les âges moyens et médians sont respectivement de 52 ans et 59 ans. La part des personnes âgées de plus de 75 ans est de 22%, dont 53% de femmes. Dans l'ensemble, 12% des personnes sont prises en charge pour affection longue durée, ALD, en rapport avec les maladies respiratoires chroniques, hors mucoviscidose. Donc, plus de 3,6 millions de personnes sont susceptibles d'avoir des problèmes graves au niveau de la respiration lorsque survient une difficulté quelconque, par exemple un changement d'environnement comme un grand froid, puisqu'elles ont des problèmes chroniques. Parmi elles, près de 380 000 personnes sont même répertoriées comme en insuffisance respiratoire chronique grave. Il y a donc un réservoir colossal de personnes identifiées par l'assurance maladie qui sont chaque année fragilisées par les phénomènes épidémiques hivernaux. Pendant les périodes hivernales, de nombreuses personnes âgées souffrent déjà pour beaucoup de problèmes respiratoires chroniques, présentent des difficultés respiratoires supplémentaires ou de la fièvre. Et beaucoup d'entre elles sont alors codifiées comme 04M25 grippe par les hôpitaux. Il est pourtant très rare qu'un test de présence d'un virus grippal soit effectué. Toutes ces données de GHM codées 04M25 grippe vont alors pouvoir être remontées aux instances nationales de santé et à l'OMS, qui va pouvoir communiquer sur le grand nombre de malades et de morts dus à la grippe chaque année. En donnant de l'importance à ce phénomène, on influence alors la décision publique pour vendre des traitements, et notamment les fameux vaccins antigrippaux. Et pour mémoire, nous pouvions lire en 2010 au sein du rapport du Sénat sur le scandale H1N1, l'efficacité clinique des vaccins antigrippaux est au mieux considérée comme incertaine. La grippe est un bon exemple de système circulaire où on force les hôpitaux à rentrer leurs interventions dans une case pour ensuite en tirer des statistiques qui vont justifier le traitement préventif annuel appelé vaccination antigrippale. Pour mémoire, en 2016, le Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès, le CEPIDC, de l'INSERM, a montré que la grippe est fréquemment inscrite comme cause associée au décès, mais que si on la replace dans le contexte de chaque cas et notamment toutes les comorbidités, on relativise beaucoup son impact. Pour le montrer, l'INSERM a utilisé 2 stratégies différentes concernant les causes de décès. La première donnant autant de poids à toutes les causes déclarées et la seconde donnant une prime à la cause principale. Pour la grippe, la deuxième méthode attribue moins de décès à la grippe que la première. En revanche, contrairement à de précédents résultats, notre étude retrouve une baisse du poids de plusieurs maladies sur la mortalité, comme la grippe ou les causes externes. Les personnes qui décèdent l'hiver à l'hôpital avec le code grippe ont donc assez rarement ce code comme cause principale. Ainsi, pour les médecins, les personnes meurent peu souvent d'un état grippal, mais d'un ensemble de causes, dont l'état grippal. Nous avons donc une politique extrêmement chère concernant la fameuse grippe, avec des campagnes de vaccination annuelles, sans être capable d'en prouver les résultats, et dont le corps médical sait pertinemment que le problème de la mortalité hivernale ne vient pas de là,
mais de l'état général de santé des patients. Le grand gagnant de cette histoire n'est pas le patient, mais l'industrie pharmaceutique, qui a le bon goût de financer les experts de l'OMS, qui donne de la visibilité à la grippe en choisissant les codes de la classification internationale des maladies et en produisant des statistiques avec pour ensuite inciter les États à acheter les fameux vaccins. Le deuxième gagnant est évidemment le monde politique, également financé par l'industrie pharmaceutique, et qui peut faire croire aux gens qu'il s'occupe d'eux en leur proposant gratuitement de se faire vacciner pour les protéger. Personne ne semble se rendre compte qu'absolument rien n'est gratuit et que tout cela est financé par les impôts des mêmes gens. À l'occasion de la crise Covid-19, un nouveau code a été mis en place par l'OMS pour mesurer le nombre de patients considérés atteints de cette pathologie. Le 19 mai 2020, la CGT Montreuil a réalisé un tract expliquant ce qui était en train de se passer. Or, selon le manuel des GHM 2020, les résumés de sortie d'hospitalisation, RSS, qui portent en diagnostic principal un des 5 codes de la classification internationale des maladies, CIM-10, identifiant la Covid-19, U0710, U0711, U0712, U0713, U0714, U0715, se voit attribuer un des GHM des 5 racines fourre-tout suivantes. 04M06, infection et inflammation respiratoire, âge inférieur à 18 ans. 04M07, infection et inflammation respiratoire, âge supérieur à 18 ans. 18M02, maladie virale et fièvre d'étiologie indéterminée, âge inférieur à 18 ans. 18M03, maladie virale, âge supérieur à 17 ans. 23M20, autres symptômes et motifs de recours aux soins. On y lit d'ailleurs, un peu plus bas, une sévère critique du système de codage dont nous parlons. Toute personne ayant travaillé sur les bases de données du PMSI sait que les GHM n'ont d'homogène que le nom et la cohérence des regroupements faits n'est pas toujours perceptible. C'est le cas de la Covid-19 qui se retrouve entre autres avec l'abcès amibien du poumon, la peste pulmonaire, la coqueluche, les pneumopathies de la varicelle ou de la rougeole, la toxoplasmose pulmonaire, les candidoses pulmonaires, le SRAS, dans les GHM des racines 04M06 et 04M016 ou dans les racines 18M02 et 18M03. Avec des maladies virales banales ou non, comme la poliomyélite aiguë, la fièvre jaune, la dengue, le virus Ebola, la varicelle, la variole, la rougeole, les oreillons. Et chez l'enfant, les fièvres d'étiologie indéterminée. La codification d'urgence proposée a permis aux hôpitaux d'obtenir une facturation bien plus intéressante que celle des classiques grippes. L'ensemble des tarifs, selon les années, est consultable sur le site de l'ATIH. La description des symptômes étant très large, tout patient pouvait se retrouver dedans. Il est évident que depuis la mise en place des nouveaux codes, les hôpitaux ont un intérêt financier direct à déclarer un patient malade du Covid et à l'inscrire dans le GHM 04M07, infection et inflammation respiratoire, pour 2208 € le séjour en niveau 1, plutôt que dans la banale grippe pour 1007 € le séjour. De la même manière, le réseau Sentinelle a annoncé début 2020 un changement profond de définition dans les infections respiratoires hivernales. En mars 2020, suite à l'émergence du SARS-CoV-2, Covid-19, la surveillance Sentinelle a évolué. La surveillance des syndromes grippaux, fièvre supérieure à 39 degrés, d'apparition brutale accompagnée de myalgie et de signes respiratoires, a été remplacée par celle des infections respiratoires aiguës, IRA, apparition brutale de fièvre ou sensation de fièvre et de signes respiratoires. Toute remontée des informations s'accorde donc en même temps pour faire dorénavant figurer le Covid et la grippe au milieu de ces IRA. Chacun peut alors choisir sa préférence. On constate d'ailleurs toujours sur le site de Sentinelle la disparition des statistiques de grippe lorsque commencent à être comptabilisées les statistiques Covid-19 en 2020. On ne s'étonne pas alors que depuis 2 ans, quasiment tous les problèmes respiratoires habituels ne sont plus répertoriés par les hôpitaux comme nous pouvons le vérifier sur Scan Santé, mais qu'à la place, tout a été codifié avec le code d'urgence Covid pour pouvoir être en grande majorité facturé dans le GHM 04M07. Encore une fois, le lecteur non averti conclura à la disparition des bronchites, pneumonies, bronchopneumopathie, bronchiolite, tuberculose et autres grippes. La mise en perspective de ce tableau montre surtout un transfert de codage qui fait croire à la disparition de toutes les maladies respiratoires regroupées dorénavant sous la bannière Covid-19. Ce changement de distribution des GHM déclarés a eu pour conséquence l'augmentation de 7% des GHM concernant les problèmes respiratoires en 2020 et s'est traduite par une augmentation de 10% de la facturation en prenant pour calcul les tarifs de niveau 1 de 2020. En 2021, l'augmentation de 13% des séjours se traduit par une augmentation de 17% de la facture.
Et enfin, il est toujours intéressant de regarder qui dirige en France les services d'infectiologie des hôpitaux habilités Covid-19 par la mission COREP depuis 2020. Nous constatons que François Raffi de Nantes, Jean-Paul Stahl de Grenoble, Pierre Tadevin de Rennes, Vincent Lemoingue de Montpellier, Xavier Lescure d'Île-de-France font partie des 13 médecins ayant reçu le plus de revenus récents versés par l'industrie pharmaceutique. Nous retrouvons également Yazdan Pana d'Île-de-France, bien connu pour être membre du fameux Conseil scientifique Covid. Nous avons vu que l'hôpital public, comme énormément d'autres services publics, a subi une transformation en profondeur depuis les années 80. Sous couvert de modernisation et d'informatisation, il a vécu une prise de pouvoir de la part du politique, mais également d'instances extérieures comme l'OMS. Pour mémoire, ces deux entités sont financées par les laboratoires pharmaceutiques, mais également par la haute finance qui les détient, et plus particulièrement par des fonds de pension américains. Nous avons même vu qu'au sein des hôpitaux, ceux qui sont en charge des services intéressants et viennent s'exprimer en permanence sur les plateaux télé sont également les plus subventionnés. Cette prise de contrôle par l'informatisation permet de maîtriser entièrement les statistiques en forçant les hôpitaux à déclarer leurs interventions dans les bonnes cases. Cela force donc les hôpitaux à appliquer des protocoles nationaux ou internationaux uniformes au plus grand profit de quelques-uns plutôt que de soigner des patients tous différents.